ce fil-là de l'organisation du métier unifié, il y a des gens, évidemment, qui nous disent c'est abominable, ça n'a absolument pas aboli les luttes de pouvoir. Ce que dit Péguy, l'université de... Il dit ça en 1910, 1907, 1910, Charles Péguy. L'université, c'est, de tête, c'est la préfecture de police. C'est l'équivalent de la préfecture de police du savoir. C'est-à-dire, il y a ceux qui détiennent... ou Nizan, plus tard, dans les années 30, c'est abominable, l'université, qui croit avoir compris le monde, et puis c'est que 3 intellectuels qui mangent leur propre savoir les uns avec les autres, et voilà. Donc, c'est pas du tout le monde idéal vers lequel il faut revenir. Je suis pas en train de construire un monde idéal. En revanche, ces deux ficelles-là, l'indépendance du monde universitaire, qui a lui-même son propre maître, qui a des comptes à rendre pour les salaires, pour l'utilisation des subsides publics, et ainsi de suite, mais qui, pour la carrière, le mode d'organisation interne, ne dépend que de lui, et l'unification du monde professionnel, voilà, ces deux choses-là ont disparu. Ben, c'est très difficile à dater, mais pour aller vite, dans les années 2000, en France, complètement disparu, pour tirer le fil jusqu'au bout. Pour ce qui est de l'autonomie, enfin, pour ce qui est de la partie indépendance, la LRU, la professionnalisation des études, même si on peut en discuter, et la mise en place de l'ANR, c'est que des sigles, l'Agence nationale de la recherche, on s'en sont chargés, ça a disparu complètement. Et pour ce qui est de l'unité du métier, la figure me semble pas absurde. Je mets au défi quiconque, mais vraiment juste ça comme exercice un peu amusant, pourquoi pas, si vous avez du temps à perdre là-dessus, de faire un organigramme d'une université aujourd'hui, ou même d'un département universitaire aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible. Même juste une liste des statuts à l'intérieur de l'université, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on invente des statuts différents chaque fois, personne ne sait qui fait quoi, on sait, même entre collègues, certains ne savent absolument pas que machin, il n'a pas de poste, ou qu'il a un demi-poste, ou qu'il est là une fois. C'est des choses sur lesquelles on n'a plus d'organisation unifiée à l'intérieur du métier. Et surtout, les précaires qui font aujourd'hui profession de précaire, je mets dans les précaires, alors je suis désolé, c'est un peu technique, mais ceux dont je vous parlais tout à l'heure, des auto-entrepreneurs, des vacataires, pas tous, mais une bonne partie, des chargés de cours contractuels, des chargés de recherche contractuels, des post-doctorants, des docteurs sans poste, des universitaires au chômage. Il y a même une case officielle à la NPE, enfin au Pôle emploi, pardon. Tous ces statuts-là font que une bonne partie des universitaires, contrairement à ce qu'on imagine, c'est plus une phase de transition vers le métier, c'est le métier tel que eux le connaîtront pendant 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, imaginez ça 2 secondes, et j'ai pris l'exemple exprès dans une science qu'on n'imagine pas, mais dans les sciences dures, notamment en biologie, quelqu'un qui sort, enfin qui soutient son doctorat, et la durée qui sépare la soutenance du doctorat et l'entrée dans le poste fixe de maître de conférence, par exemple, ou de chargé de recherche, quand il y arrive, c'est-à-dire beaucoup abandonnent, le délai, aujourd'hui, il est 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Pendant 10 ans, quelqu'un se dit, et ils sont très nombreux, hein, c'est difficile à chiffrer encore une fois, mais au bas mot, 50 000, et entre, parce qu'il y a tous les vacataires qui font 30 heures par-ci, 50 000 ou 130 000 ou 140 000, et c'est voué à augmenter de plus en plus, qui vont passer 10 ans de leur vie à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans, ils sont sûrs d'avoir un poste. Ça veut dire que la plupart ont laissé tomber. Encore une fois, quand je vous dis que c'est une moyenne, c'est-à-dire pour certains, ils rentrent au bout de 2 ans, d'autres, ce sera 20 ans. Alors c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pas... On peut, à minima, dire que l'organisation unifiée du métier n'existe absolument plus. C'est-à-dire que ça n'existe plus. On a des précaires qui seront précaires, qui font profession de précaires. Donc ces deux choses-là ont été mises par terre à peu près en même temps, et j'aime bien juste tirer le fil. La place donc que l'université détenait dans l'organigramme idéologique de ce que la République avait tenté de faire est partie avec. Ça n'a pas de sens d'imaginer aujourd'hui que l'université serait le lieu où toute la République a déposé, je sais pas, son socle, non pas seulement idéologique, mais pratique. Je sais pas. J'imagine que certains pensent encore à la méritocratie et en pensant que on peut y arriver en ayant un diplôme universitaire ou autre. Ouais, pourquoi pas, ça me paraît très hasardeux aujourd'hui. Ou en tout cas, c'est plus le modèle central du mode de fonctionnement de notre société. Alors, j'en viens aux formes de destruction. J'ai le temps, oui, c'est bon. C'est le point de départ, parce qu'on l'a oublié, mais moi le premier, c'est-à-dire on l'a oublié parce qu'on ne nous l'a pas dit, et parce qu'on n'a pas cherché, parce que quand on fait son métier ou quand on fait une profession, on prend rarement le temps de réfléchir, cette posture de réflexivité sur les choses, c'est-à-dire prendre
ne serait-ce que 1 heure ou 1 mois. Moi, je plaide pour que les universitaires passent 1 mois chaque année à réfléchir sur leur métier, c'est-à-dire où on en est, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai foutu, à quoi ça sert ce que j'ai fait. Enfin, bon, mais sauf que quand on est dans le feu de l'action et qu'on fait ou qu'on cherche le poste suivant ou qu'on cherche, on l'a pas fait. Donc, on a loupé les clés du désastre qui était. Alors, je vous les livre. C'est très facile pour un historien de dire regardez, c'était là. Ah oui, c'était là. Mais ensuite, la discussion collective. Les rapports le premier rapport, alors c'est pas là que ça naît, il y a des think tanks industriels qui ont mis l'idée en place. Quand vous relisez de la même manière, moi je suis abasourdi, je replongeais dans le bouquin j'ai oublié le titre, mais le bouquin de Claude Allègre de 93. Imaginez 93, où il annonçait déjà ce qui s'est mis en place dans les années 2000. D'ailleurs, lui-même en 98, il n'était pas loin de le mettre en place. Bon, en gros, ça se met en place dans les années 90 dans des institutions qui sont internationales, non étatiques, et qui, très curieusement pour des universitaires, qui n'ont strictement rien à voir avec le monde universitaire ou le monde du savoir, mais qui ont tout à voir avec le monde de l'économie, c'est-à-dire l'OCDE et la Banque mondiale. Quand je dis l'université est passée sous pavillon de la Banque mondiale, j'adore mon éditeur, Eric Hazan, il me dit non, là c'est un peu fort, parce que je le mets dès le début sans l'avoir expliqué, il me fait non, là c'est un peu caricatural, machin. Mais c'est exactement ça qui s'est passé, c'est-à-dire l'OCDE et la Banque mondiale, au milieu des années 90, créent des espaces de discussion où ils ont opéré ce qu'ils appellent eux-mêmes la reconceptualisation de l'université. Alors pour être aussi clair que possible, c'est des rapports mais soit accablants, soit je sais pas comment il faudrait les lire pour arriver à déjà aller jusqu'au bout et à pas pleurer sur le désastre annoncé. Celui qui s'appelle 96, celui de l'OCDE s'appelle l'économie fondée sur le savoir, et il y en a beaucoup, il y a même un grand symposium de l'UNESCO en 97, et le rapport de la Banque mondiale doit s'appeler la gestion et le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le monde. Bon. Ce qui est très intéressant, l'un est plutôt dans la reconceptualisation et l'autre est dans les outils pour le faire, pour le rendre pratique. Mais en gros, ce qu'ils disent est assez simple. Il faut cesser de penser l'université comme l'univers dans lequel on produirait de la pédagogie, du savoir ou de la recherche ou des choses comme ça. Ce qu'il faut penser désormais, c'est l'université comme lieu de production d'une richesse et de production d'un grand ordre économique. Alors, alors on est blasé, oh là là, vilain c'est le néolibéralisme, machin, on est blasé. Mais là, en toutes lettres, c'est exactement la chose est posée de la manière suivante. C'est une immense reconceptualisation qui nous est devenue habituelle. Donc on a même, moi je la recopiais et je me suis même pas dit, mais c'est exactement ça. Bon. Je vais essayer de pas la louper. Mais en gros, s'il y a du chômage dans le monde, on est dans la perspective mondiale économique, s'il y a du chômage dans le monde, c'est que les universités font mal leur boulot et qu'elles forment mal leurs étudiants aux besoins du marché du travail existant dans les différents pays. Premier point. Deuxième point, si la croissance n'est pas là, ou s'il y a crise, on est en 96, s'il y a crise, c'est que les universitaires, ou l'université en général, n'est pas capable de produire de l'innovation. C'est-à-dire les entreprises ont besoin d'innovation, donc de transformer des idées en plus-value. Ça marche pas. Donc les universitaires sont mal adaptés à leur mission, à savoir, et on est bien dans la reconceptualisation, à savoir produire de l'innovation pour les entreprises privées. Bon. Troisième point, il est un peu plus subtil, mais il est extrêmement intéressant quand on repense au discours de Hollande il y a quelques semaines ou quelques mois. Il faut 60% d'une classe d'âge diplômée de l'université. En toutes lettres, 96, bon, ils étaient à 40-50%, mais c'était pas loin. Où il nous dit, en gros, pour que le monde change, il y a les nouvelles technologies, machin. Encore une fois, on est en 96, puis 98. Donc, ce qu'il faut pour faire tourner l'économie d'aujourd'hui, c'est de la main-d'œuvre très qualifiée. En gros, qui soit passée par le bac, ça suffit pas, c'est-à-dire l'université. Donc il faut 40 à 50% d'une classe d'âge qui soit formée pour devenir la main-d'œuvre qualifiée dont les entreprises ont besoin. Et si c'est pas le cas, les universités font pas leur boulot. Il y a tout un discours, j'aime bien, c'est l'une des phrases finales, il y a tout un discours alambiqué, machin, et qui dit en gros, c'est même pas une menace, même pas quoi que ce soit, qui était et si les universités ne s'adaptent pas, on se passera d'elles. Le ton est donné, c'est-à-dire, voilà. Et ce que fait la Banque mondiale de cette reconceptualisation économique des missions universitaires, c'est de partir de l'idée suivante. L'université est donc en crise mondialement. Il y a un nombre de discours, mais à la fin des années 90, sur la crise de l'université dans le monde.
Alors crise, il va de soi qu'il faut le prendre, non pas crise au regard de ses missions pédagogiques ou de production des savoirs, crise au regard de ce qu'on lui assigne comme mission désormais, à savoir produire des richesses, produire de la main-d'œuvre qualifiée, produire de l'innovation. Là, il y aurait crise. Et donc, puisqu'il y a crise, constat mondialement partagé, puisqu'il y a crise, il faut repenser tout ça pour réorganiser le tout. Et ce que fait la Banque mondiale, c'est exactement ce qu'on va retrouver à Lisbonne, mais presque texto. Lisbonne, c'est 2000... oui, c'est 2000. Presque texto, c'est de se dire, bon, alors comment... La Banque mondiale n'est pas réputée pour faire dans la nuance. Les choses sont assez claires. C'est bon. D'ailleurs, faut pas que je me plante, mais grosso modo, il faut d'abord privatiser les sources de financement des universités. C'est-à-dire que d'abord, ça va désengorger les États, le fonctionnement, l'argent public. Et puis, deuxièmement, ça va permettre une salutaire mise en compétition des différentes universités à l'échelle mondiale. Donc, mise en compétition, ça veut dire les meilleurs vont réussir à récupérer beaucoup d'argent privé parce qu'on misera sur elles. Bon, c'est un monde rêvé, mais c'est comme ça que c'était présenté. Privatiser leur financement. Le deuxième, c'est gérer les universités à la manière d'entreprises privées. Ça voulait dire, dans le discours de la Banque mondiale, se débarrasser des rigidités salariales et bureaucratiques qui entravent le fonctionnement des universités mondiales telles qu'on les connaît. C'est-à-dire, en gros, si je traduis dans le monde français, le fonctionnariat pour un universitaire, c'est has-been, enfin, ça n'a pas lieu d'exister, il faut se débarrasser de ça parce que ça coûte cher, et puis parce que ça entrave la flexibilité d'une part, et l'innovation permanente. C'est-à-dire que si vous enlevez la sécurité à un universitaire, il est obligé de se dépasser, puisqu'il est obligé de chercher un nouveau contrat, du néo-management en toutes lettres. Hein. Bon. La troisième chose, c'est transformer la formation qui est dispensée à l'université pour faire en sorte d'adapter les étudiants à leur nouvelle mission d'acteurs économiques dans le monde économique tel que défini tout à l'heure. Ce qu'on peut mettre sous un terme, une forme de professionnalisation des études. Alors, voilà, il faut que les études soient professionnelles. Et ça, c'est un désastre, mais enfin, j'espère qu'on aura le temps de donner des exemples. Mais, et le quatrième point, nous, on a pris texto tout ça. Le quatrième point, c'était rapprocher l'université des entreprises en essayant d'encourager, enfin, non pas en essayant, en encourageant les partenariats dans la production des savoirs. C'est-à-dire, je traduis, en gros, quand des universitaires font de la recherche, parce qu'un universitaire a à la fois la casquette de la recherche et la casquette de l'enseignement, donc quand il troque la formation des futurs acteurs de l'économie, les étudiants, il prend la casquette de la production des savoirs, et donc dans la production des savoirs, il serait bien que les savoirs soient pensés en amont par des universitaires qui seraient conseillés par des entreprises privées, pour que ça colle à leurs besoins, et que les savoirs produits aient évidemment des débouchés, soit commerciaux, soit industriels, soit de potentiel d'innovation dans les méthodes de production, de tout ce que vous voulez, mais en gros, que ce soit utile, si possible rentable, mais au préalable utile. Donc, si je reprends les deux choses, on a une reconceptualisation économique de ce qu'est l'université, et on a une, il n'y a pas d'autre mot, dérégulation de tout ce qui faisait qu'elle fonctionnait comme une université. Alors, je suis d'accord, je vais me faire... il y a des résistances. Il y a beaucoup d'ignorance aussi, parce qu'on... très sincèrement... Là, je vous le décris, c'est très joli, mais personne l'a vu. C'est dans un monceau de texte, c'est... oui, alors plus ou moins, machin. En revanche, ce que nous, on a très bien vu, puisque c'est retraduit pour les universités européennes, là, ce que je vous ai dit, c'est les universités mondiales. C'est-à-dire les universités japonaises font ça, le Québec, le Canada, les États-Unis, le Chili, qui n'est pas le dernier, bon, a adopté ce modèle-là. Nous, c'est l'Union européenne qui retraduit, notamment les conférences, Bologne, Lisbonne, il y en a une à Bruxelles qui est un peu passée à la trappe. Je l'ai plus le discours, je sais plus où est-ce que, mais qui nous dit en gros, moi j'aime bien la déclaration de Bologne parce que après tout ce que je viens de vous dire, j'ai à peine besoin d'ajouter qu'on avait tout adopté. Voilà, l'université, donc on est en mars 2000, ce sont les conclusions du Conseil européen de Lisbonne, les conclusions de la présidence, c'est-à-dire vraiment ça clôt le truc. Et qui nous dit à quoi doit servir l'université. On est en 2000, donc dans l'avenir, c'est-à-dire dans les 10 années à venir. Voilà ce qu'il faut que l'université devienne. Elle doit devenir un ressort de l'économie mondiale et être capable de faire naître l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, la retraduction européenne avait été pétrie de sentiments européens, c'est-à-dire par le savoir et la circulation des savoirs, on va faire des acteurs européens conscients de leur multiculturalisme. Machin. Bon. Mais enfin, l'essentiel était économique et était sur ce mode-là.
Je trouve que tous les mots sont importants. Il faudrait passer du temps pour regarder ça. Ce qui est intéressant, c'est que les 27 pays qui l'ont signé en ont fait une retraduction évidemment nationale différente. Ce que je disais tout à l'heure. Nous, on nous a... Moi, universitaire. En plus, il se trouve que j'enseignais en Allemagne une partie du moment où ça s'est mis en place. Mordicus, pour les Allemands, on réformait à la française. Bon, alors qu'en réalité, on a fait des choses beaucoup plus vastes et beaucoup plus incompréhensibles que ça. Bon, voilà comment ça s'est mis en place. Et quand on tire le fil jusqu'au bout, alors ce que j'ai pas dit, c'est les grands barnums de l'université de demain, on va les appeler comme ça, Bologne et Lisbonne. On est au moment de la gauche européenne, c'est-à-dire c'est Blair, Jospin, Schröder. On n'est pas sur on n'est pas sur du Sarkozy ou je ne sais quoi. Non, parce que les lectures politiques hâtives font louper complètement le truc. Et donc voilà. Et c'est ce qui arrive, ce qui se met en place progressivement. En 2003, on a failli avoir la loi LRU. Je ne retrouve pas son nom, son prénom Ferry, notre ministre Ferry. Luc Ferry, voilà, Luc Ferry, qui a failli le faire voter, mais ça passe pas. Et donc, elle est votée, la LRU, c'est la loi sur la responsabilité... La loi sur la responsabilité des universités. En gros, c'est ce qu'on a appelé l'autonomie ensuite. Et l'idée que les universités françaises, là je suis arrivé en France, doivent être autonomes financièrement, autonomes quant à leur politique universitaire, c'est-à-dire d'enseignement et de recherche, et autonomes quant au recrutement de leur masse salariale et à la gestion de leur masse salariale. Non, je ne l'ai pas dit. Masse salariale, enfin bon. Voilà comment ça s'est mis en place. Alors... Sur la manière dont c'est arrivé en France, université utile et rentable, on a appelé ça, enfin mondialement, on a appelé ça, nous on l'a traduit par économie du savoir. C'est-à-dire l'idée que on va à terme, c'est extrêmement intéressant la formule, on va avoir une économie qui est fondée sur du savoir, puisque les universités sont là pour faire avancer le savoir, et donc on aura une économie qui va être un peu éclairée, mais une économie quand même, et d'autre part un savoir fondé sur l'économie, c'est-à-dire évidemment le savoir doit pas prendre comme fin lui-même. On ne doit pas former des étudiants pour ce qu'on disait un siècle plus tôt, ou même dans les années 60, ou même moi quand j'ai fait mes études dans les années 90, ce qui commence à dater. On ne doit pas former des étudiants pour, je sais pas moi, éveiller leurs esprits, ou pour faire des esprits éclairés dans la cité, ou pour, je sais pas, se cultiver, ou pour... gros mot épouvantable, prendre, je sais pas, des années pendant lesquelles on n'est pas dans les obligations professionnelles, un temps dans lequel on est dans les études, on a un rapport distant au monde, distant aux obligations professionnelles, distant aux obligations familiales, une espèce d'état d'apesanteur sociale dans lequel on peut entreprendre des choses, construire, se découvrir des affinités, des amicalités, faire des expériences. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans le mode de fonctionnement qui est, tout ça, ça doit devenir une parcelle de l'économie mondiale, et donc de l'économie française en particulier. Et c'est là où je vais essayer de ne pas faire un catalogue, mais en gros, toutes les réformes des années 2000, ils sont passées une par une, il faudrait les égrener une par une pour regarder ce qui s'est passé, cette forme de dépossession des universités. Alors, je passe vite fait, mais je serais ravi de répondre si vous avez des questions. Ce que je vais dire là pour l'université française, il faut accepter ce que je fais dans le bouquin, de regarder à l'échelle internationale ce qui s'est passé. Parce que, juste en 3 mots, cette fameuse histoire des palmarès mondiaux des universités, le palmarès, c'est très gentil. En plus, on l'a critiqué, machin, c'est très bien, le palmarès de Shanghai. Il y en avait eu d'autres avant, les Américains s'y étaient mis dans les années 90. En gros, ce que ça fait, ça construit un marché un marché mondial des choses universitaires. C'est-à-dire l'idée qu'on peut penser l'université comme une espèce d'entité qui serait supranationale et qui vivrait là, on ne sait pas trop où, mais qui a des ramifications économiques. Et d'autre part, ça met sur la table des critères, des manières de penser ce que fait l'université qui seraient objectives. Par exemple, premier critère de l'importance d'une université, sa capacité à avoir des anciens élèves dans les conseils d'administration des grandes firmes ou des grandes banques internationales. Est-ce que c'est un critère pour juger de l'importance d'une université? Les palmarès de ces 10 dernières années nous disent oui. Bon, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire comme conception de l'université aujourd'hui? Ou la capacité à drainer de l'argent privé? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire que ces critères-là? Ou d'avoir, là on a l'impression que c'est plus objectif, mais des prix Nobel. Eh bien oui, mais alors on s'est retrouvé devant des problèmes tout con, j'allais dire. Mais alors des prix Nobel, donc on s'est mis à encenser par exemple un faux prix Nobel, comme le prix Nobel d'économie, qui n'est pas un prix Nobel. On est d'accord, c'est pas un prix Nobel le prix Nobel, qui est devenu un des critères de classement des universités. Donc on transforme même les critères que
prétendument les univers scientifiques dont ils se doteraient pour évaluer les universités entre elles. Bon, et puis j'insiste pas sur le fait qu'il va de soi que le palmarès fait qu'il y a un effet de nivellement. Toutes les universités, qu'elles le veuillent ou non, et les présidents d'université qui ont les premiers criés se sont retrouvés coincés. C'est-à-dire, ça crée un modèle. Les universités qui sont en haut, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas compliqué, c'est les universités privées, Princeton, Stanford, Harvard. Bon. Et donc elles sont en haut. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Et si vous êtes à côté de la plaque, rappelez-vous les textes de Pécresse. Pécresse a pratiquement justifié l'intégralité de la réforme LRU, et pas que de la LRU, sur le choc de Shanghai. Voilà, on n'est même pas dedans. Moi, j'ai eu honte, et donc alors, il faut changer ça tout de suite, et allez, la cavalerie, on y va. Une partie des universitaires s'est retrouvée en état de même pas réfléchir 2 secondes à ce que voulait dire le classement à ce moment-là. On l'a critiqué ensuite, mais à ce moment-là, qu'est-ce que ça voulait dire? Et on nous l'a justifié comme ça. Ce monde, ce marché mondial des choses universitaires me semble extrêmement intéressant à regarder. Ça a créé aussi autre chose avant d'arriver au cas français, parce que... bon gré mal gré, on est français, on voit la France, mais on n'a pas fait mieux, on n'a pas fait pire non plus, mais enfin on a fait ce que les autres ont fait et c'est catastrophique. L'autre chose que ça a créé, c'est le développement d'une sorte de privatisation, je l'appelle comme ça par commodité, privatisation de la chose universitaire. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous ce que je vous disais, il faut privatiser les financements, rapprocher les universités des entreprises, et d'ailleurs celles qui sont tout en haut des classements sont des universités privées. Ce que ça a fait, c'est que, par un effet assez facile à comprendre, c'est-à-dire d'abord, les universités privées se sont plus rapidement adaptées aux nouveaux modèles universitaires mis en place. Je devrais dire modèle économique des universités mis en place. Donc elles ont été plus réactives, elles ont été plus en haut dans le classement. Et beaucoup d'États... Alors là, le principal exemple, c'était l'Italie de Berlusconi. Mais en France, on a fait exactement la même chose avec Sciences Po, c'est de se dire, si ce sont les établissements privés qui sont bien classés, on va leur donner de l'argent aux établissements privés parce que la compétition, elle est mondiale. Nous aussi, on veut faire venir l'argent des étudiants chinois ou asiatiques qui ont beaucoup d'argent. Il faut qu'ils viennent chez nous, pas que à Harvard. Donc, on s'est mis, les États se sont mis, mais Berlusconi, c'est dans des proportions ahurissantes, à donner à des universités privées. Mais il y en a d'autres qui ont eu des idées encore plus fabuleuses aux États-Unis et en Angleterre. Bon, c'est ma chute, donc je ne vais pas la trahir tout de suite. Aux États-Unis, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a appelé les for-profits university. Si le monde universitaire doit être un monde privé qui est inféodé au monde de l'économie, il n'est plus inféodé à Napoléon et sa moustache, mais il est inféodé au monde de l'économie. Qui est mieux placé qu'une entreprise privée qui va s'appeler université pour créer une richesse dans le monde de l'université? Je prends un exemple tout bête et je pense que ça parlera à tout le monde. En 2007 ou 2008, je ne sais plus, c'est dans le bouquin, la banque Goldman Sachs, après les épisodes que vous connaissez, se dit qu'est-ce qu'on peut faire, et dit à ses actionnaires qu'est-ce qu'on peut faire pour renflouer un peu tout ce merdier. L'idée qu'ils ont, mais qui n'est pas extrêmement originale, qui est ahurissante quand on y réfléchit, mais bon, on crée une université où on en rachète une, et on gagne de l'argent avec les frais d'inscription et les diplômes. C'est aussi bête que ça. Ce que fait Goldman Sachs et ce qu'ont fait beaucoup de groupes de holding et de grandes firmes américaines. Donc, par exemple, l'université de Phoenix, on est en 2010, l'université de Phoenix a 600 000 étudiants, tous en ligne, parce qu'on nous vend là aujourd'hui la numérisation. Ils l'ont fait, c'est ça. Vos étudiants s'inscrivent. Alors là, par contre, c'est pas de l'argent en ligne. Bon, mais ensuite, 600 000 étudiants, aucune université au monde, je sais pas, Paris 1, c'est 40 000. Vous voyez, et c'est une des plus grandes de France. Vous voyez ce que ça veut dire, 600 000 étudiants, c'est hallucinant. Qui payent chacun leur inscription, qui payent leur diplôme, et ils auront des cours en ligne. Les fameux MOOC dont on nous vante sans arrêt. Donc évidemment, personne ne vérifie le contenu des cours. D'ailleurs, personne n'est là pour ça. C'est-à-dire, le problème n'est pas pédagogique. On crée une université privée qui est là pour amasser de l'argent. Bilan, comment on dit, pas commercial, financier de l'université de Phoenix en 2010, 4 milliards. C'est efficace, ça fonctionne, mais 4 milliards. Je sais pas, c'est proprement ahurissant. Et d'autres ont fait la même chose. Jusqu'en 2012, de tête, ou 2011, je ne sais plus, où le Sénat américain s'est quand même penché sur la question en disant, mais il n'y a pas un truc qui ne va pas, là, dans votre truc privé. Il n'y a pas 2 trucs qui ne vont pas, en l'occurrence. Mais vous êtes bien gentil, mais en gros, ce qui se passe là, ce qui s'est passé avec les universités, les for-profits university, c'est vous faites fonctionner des universités privées avec une grande partie de l'argent public. Comment ?
les bourses fédérales d'études qui servent à financer et qui ont servi à financer pendant des années des frais d'inscription dans des universités privées qui n'ont aucune vocation type celle dont je vous parlais. Imaginez bien que Goldman Sachs, vous n'avez pas intérêt à faire des diplômés surqualifiés, c'est pas son problème. Et donc le Sénat américain s'est dit, attendez, les bourses fédérales sont pas faites pour engraisser des universités, des banques et des holdings, des grandes firmes privées. Donc on arrête ça tout de suite. Bon, le modèle était en route. Nous, je pense qu'on n'a pas très bien réalisé. Je me souviens, moi, je rédigeais le bouquin, on nous vantait, on nous disait, notamment sur la télé publique, qu'on ne recourait pas beaucoup aux bourses universitaires en France, notamment pour faire Sciences Po ou HEC, qui sont des boîtes privées et qui fonctionnent effectivement avec des bourses d'État. Mais c'est proprement hallucinant quand on voit les proportions que ça a pris. L'Angleterre, en fait, moi, je l'ai connu plutôt par l'Angleterre. C'est-à-dire l'Angleterre s'est dit, nous... on est à l'abri parce qu'on n'est pas là dans ces dérives. On a bien vu les dérives. On n'est pas dans le mouvement des universitaires français, mais il y a déjà des gens qui ont dit non, mais attendez, nous on n'est pas là-dedans. Manque de peau, la Chambre des communes a fait une enquête et s'est rendu compte que non seulement elle était dedans, mais qu'elle avait fait au-delà de ça, c'est-à-dire notamment autour des. Je rentre pas dans les détails, mais le modèle de la BPP University, qui est une université privée à Londres, qui a fait. C'est ma chute, mais je résiste pas. Donc, il a fait en gros Sciences Po à Londres, qui a essaimé des trucs privés, une école de management ici, une école de santé ici, une école de machin, une école d'économie, pardon, j'ai oublié, et qui vit de ça, dont une grande partie des étudiants sont boursiers de l'État britannique. Donc, ils fonctionnent avec ça. Mais non pas seulement ça. Donc, ils se sont rendus compte que le nombre d'étudiants de ces universités privées avait été multiplié par 3 en un an, entre 2010 et 2011. On a dû passer de, j'ai plus les chiffres, mais vous vérifierez, de 100 à 300 000 étudiants inscrits dans des universités privées. Et ils se sont posé la question, c'est-à-dire, petit 1, à minima, bon... être inscrit dans des universités privées, donc des grands groupes financiers, bon, ça pose un problème pour un État de contrôle de ce qu'on met en circulation comme pédagogie, c'est-à-dire personne vérifie les diplômes, personne vérifie le contenu des cours. Bon, c'est déjà un petit problème. Deuxième problème, les bourses universitaires qui ne sont pas destinées à aller dans le privé font fonctionner une bonne partie de ces universités. C'est un petit peu embêtant. Pareil, le chiffre d'affaires a été, je l'ai oublié, les 4 milliards, ça m'a plus marqué. Mais enfin, là, c'est des millions, des centaines de millions de livres qui vont sur ce modèle-là. Et troisième point, et là, je pense que ça évoquera des choses ici aussi. Troisième point, ils se sont rendus compte qu'il y avait une espèce de collusion entre les grands patrons de ces holdings qui s'improvisaient, donc sociétés de management, machin, qui s'improvisaient patrons d'entreprise universitaires, il faut les appeler comme ça, des entreprises universitaires, qui étaient en même temps conseillers spéciaux des affaires gouvernementales, des affaires universitaires auprès du gouvernement. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. Le principal conseiller de Cameron était l'un des patrons, j'ai oublié son nom, de la management, je sais plus quoi, truc muche, qui détenait 3 ou 4 universités privées en Angleterre. Donc vous doutez bien qu'ils se sont dit, la Chambre des communes a dit, non, mais non seulement il y a de l'argent, et en plus il y a des collusions. Évidemment, les politiques publiques sont même ordonnées de telle sorte qu'elles vont favoriser. Non, ça suffit.